réalisation au sein de ce ministère, c'est dit ici à l'occasion de cette émission. Point de presse, alors, Elie Smith, dites-nous quand finalement est-ce qu'on peut rêver avoir de l'eau, même de l'électricité très bientôt? Non, vous ne pouvez pas me poser ce genre de questions, parce que je ne suis pas le directeur de la SNE, parce que déjà, je ne suis pas le ministre de l'énergie, je ne suis pas membre du gouvernement. Je pense que quoi? J'ai rencontré un expert, un ingénieur de Veolia. Il m'a dit ceci. Bon, je ne sais, son nom m'échappe. Peut-être je vous donnerai le nom. Quand on installe un tuyau, la durée des réseaux de tuyaux de l'eau, c'est entre 35 et 40 ans. Mais ce que nous avions ici est déjà plus de 35 ans, plus de 40 ans, donc c'est vétus. Donc, il faudra prendre du temps pour les rénover, les replacer. Et ce n'est pas une honte pour que le gouvernement ait le courage de dire qu'écoute, tout ce que nous avions ici est vieil. Nous allons prendre peut-être 2 ou 3 ans pour la refaire. Les gens vont comprendre. Mais vouloir tromper la population dans la précipitation... Non, le programme de réhabilitation a été déjà enclenché, sauf que c'est le travail sur le terrain qui n'est pas effectif. Bon, peut-être le travail n'est pas effectif, et c'est là encore notre volet, parce que peut-être on est maintenant en train d'accuser le ministère de l'énergie et de l'hydraulique. C'est le patron. C'est le patron, mais il y a un autre problème qui se passe dans ce gouvernement. À un auteur d'un certain budget, ce n'est plus lui qui gère, c'est les grands travaux. C'est ça aussi, parce que peut-être il faut aussi avoir la volonté de faire quelque chose, mais c'est comme un militaire qui veut faire la guerre, il a son arme, mais il n'a pas les munitions, les balles des cartouches dans le chargeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est de voir maintenant, de savoir qui est responsable de cette lenteur. Mais la grande chose est que, comme de l'eau ou comme de l'électricité d'abord avant, il ne faudra plus que le gouvernement ou le ministre sur tutelle s'hazarde à donner une date. On a vu, M. Itoa a dit à 2008 qu'en 2010, on regardera le match de la Coupe du Monde en Afrique du Sud sans problème, mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est même pire qu'auparavant. Dans la ville de Brazzaville, il n'y a même pas de courant dans les quartiers. Et le problème, c'est d'informer les gens, les dire réellement qu'écoute, le réseau de distribution de l'eau et de l'électricité de la ville de Brazzaville est vétuste parce que les gouvernements successifs n'ont pas mis ça comme priorité d'investir dans la rénovation de ce réseau. C'est ça qui fait. Et aussi, ce n'est pas seulement le problème du Congo. Dans beaucoup de pays africains, il y a ce problème. Mais à la différence est que, vous voyez par exemple au Nigeria, c'est la deuxième économie sur le continent africain. Ils vont même, dans 5 ans ou dans 10 ans, ils vont même dépasser l'Afrique du Sud. Mais ils ont un problème aigu d'électricité. Maintenant, ils viennent de faire une privatisation par secteur. Chaque État, on a privatisé pour essayer de voir si ça va résoudre le problème. Mais eux, ils ne sont pas comme nous. Eux, au moins, ils communiquent. Le jour où il y aura baisse de tension, à la télé, on dit, écoute, dans tel à tel quartier, pendant 1 mois, vous n'aurez pas le courant, donc vous vous préparez. Mais ce n'est pas la même chose chez nous. Dans tel à tel quartier, il n'y aura pas de l'eau parce que le courant ne fonctionne pas. Mais il faudra que chez nous, on ait aussi le courage d'informer la population et de dire la vérité à la population. Ce n'est pas une honte de dire qu'écoute, pendant 30 ans, on n'a pas pu rénover notre réseau de distribution d'eau, et que maintenant on est en train de faire. La population saura que, ah oui, ça fait 30 ans, on ne l'a pas fait. Peut-être on a mis la priorité ailleurs. Maintenant, on a mis ça comme priorité et on veut changer. Je crois qu'il faudra qu'ils disent la vérité aux Congolais, pas de les tromper, donner les dates. Il faut qu'ils apprennent les erreurs. Au lieu de dire qu'en 2015, j'aurais appris qu'il n'y aura plus de problème de l'eau, c'est faux. On verra, on est là, on va pas, à moins qu'en sortant là, on meurt. Ou on va pas mourir. Oui, mais on verra que ça serait la même chose, mais il n'y a pas de honte à bien communiquer et à dire la vérité aux populations. Merci beaucoup, Elie Smith. On continue avec un autre sujet. La Russie célèbre donc le rattachement de la Crimée. Alors, vous êtes là, Guibé de Seydou, dites-nous votre analyse par rapport à cette victoire de la Russie sur la petite Ukraine. Oui, mais je crois que sur ce sujet-là, il n'y a pas assez de commentaires à faire parce que tout ce qui se passe, c'est devant tout le monde. Nous savons qu'aujourd'hui, si la Russie rattache la Crimée, rattache la Crimée à son territoire, c'est parce que la Russie est consciente que ce territoire l'appartenait. Je crois. Si. Donc c'est pas de rattachement. Voilà, donc on parle de. C'est le mot aussi, rattaché. C'est comme Hitler voulait faire à l'époque, le rattachement des pays. Mais vous savez que là, par exemple, comment on appelle, la Pologne ou quoi, n'appartenait pas
d'après l'histoire, si j'ai une bonne mémoire, n'appartenait pas à l'Allemagne. Mais c'était par force qu'il a voulu faire. Mais aujourd'hui, avec le cas de la Russie et la Crimée, nous constatons que, avec l'histoire, tout ce qui se dit, c'est le territoire appartenait à la Russie. Donc ils n'ont fait que rattacher. Mais il y a eu peu de commentaires sur cette affaire. On parle même de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. On bloque l'Angleterre. Voilà. Je crois que la Russie aussi, qui pense que ce qu'elle est en train de faire, c'est vrai, juste et équitable, ne se panique pas jusqu'à arriver au bout de sa mission. Point barre. Je crois que pour moi, il n'y a pas assez de commentaires. Les choses se passent devant tout le monde. Et qu'aujourd'hui, ceux qui reprochent, il faut souligner ça, les Américains qui reprochent à Poutine d'être dictateur, de mettre la main par force, mais ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France aujourd'hui qui peuvent être donneurs de leçons. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. Aujourd'hui, on a vu ce que les USA ont fait en Irak, ce que la France a fait à la Libye, soutenu par l'Angleterre et les États-Unis. Donc, nous sommes journalistes, on est l'historien du quotidien, on est en train de voir ce qui se passe chaque jour. Donc, on a au moins cette facilité-là de dire ça. Je crois que ce n'est pas les États-Unis aujourd'hui, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre qui se servent comme donneur de leçons à Poutine, à la Russie. La Russie n'a fait que reconquérir son territoire. Je crois. Elie Smith, la Russie n'a fait que reconquérir son territoire, mais pourquoi avoir attendu trop longtemps pour aujourd'hui mettre en exergue ce que l'on a pensé? Bon, écoutez, si tellement maintenant tout le monde commence à reconquérir les portions des territoires, vous savez, c'est le monde où ira mal. Mais le problème est que Poutine, pour une fois, j'ai une ambiguïté avec M. Poutine. Parce que, je vais commencer avec la partie mauvaise que j'ai peur. Le problème mauvais est que maintenant que la Russie devient fort, c'est quand même dangereux pour les pays en voie de développement ou les nouvelles démocraties où on veut le respect des droits de l'homme et le respect de la démocratie à la lettre. Parce qu'il n'y a pas une démocratie africaine, congolaise ou quoi, la démocratie est universelle. C'est un Africain qui l'avait dit, Macky Sall, président du Sénégal. La peur que j'ai est qu'il y aura les présidents, des leaders qui vont se dire maintenant que bon, comme maintenant la Russie montre les muscles, nous on peut faire ce qu'on veut, on peut changer la constitution chez nous, violer les droits de l'homme, on aura le parapluie de la Russie. C'est ça la mauvaise chose avec le retour en force de la Russie. Maintenant, c'est aussi vrai, parce qu'il faudra qu'on soit honnête dans ce qu'on dit. Les Européens et les Occidentaux en général, la France en particulier, n'a pas de leçon, n'a pas d'autorité morale à donner à Vladimir Poutine. Pourquoi? On donne des preuves. La France occupe un territoire africain qui s'appelle Mayotte depuis 1974. D'abord, le Mayotte est une partie intégrante du Comore. La France a décidé dans un plébiscite bidon que c'est les femmes maorais qui ont décidé qu'eux, ils veulent être français, et qui n'est pas vrai. C'est les Comores qui devaient avoir cette partie que la France a arrachée de force. Donc, de quel droit la France peut parler aujourd'hui à la Russie? Les États-Unis elles-mêmes occupent Guantanamo, qui appartient au Cuba. La Grande-Bretagne elle-même a fait les guerres en 80, les guerres du Malouine, a pris une île qui est à environ 9000 km du Royaume-Uni, qui appartient normalement à l'Argentine. Et puis l'Espagne elle-même. L'Espagne occupe 2 territoires africains, au nord, Ceuta et Melilla, qui sont des territoires marocains que l'Espagne a pris depuis 500 ans et contrôle. Las Palmas, les Canaries, devaient normalement être marocaines, l'Espagne contrôle. Le Sahara occidental que le Maroc a occupé, la France soutient le Maroc à l'occupation du Sahara occidental, les États-Unis soutiennent le Maroc à l'occupation du Sahara occidental, la Grande-Bretagne. Donc, de là, il n'y a pas de... Mais pourquoi cette reconquête atroce? Non, la reconquête, c'est parce que les Européens ont joué dans un jeu d'échecs face à quelqu'un qui connaît bien jouer, un grand joueur d'échecs qui est Poutine, et ils ont échoué. Parce que Poutine a vu que dans le monde occidental, la Grande-Bretagne et les États-Unis, c'est les 2 grands pays belliqueux, mais qui n'ont plus, ils ont beaucoup guerroyé, ils n'ont plus le temps de faire cette guerre. Parce que, l'économie britannique est en train de reprendre un peu du poids de la bête, l'économie américaine fait la même chose. Se lancer dans une guerre maintenant va peut-être fragiliser cette reprise économique parce qu'ils ont fait beaucoup de guerres en Irak et en Afghanistan
Et deuxième chose, l'opinion publique dans ces deux pays-là ne sont plus prêts à faire une guerre. Et puis les États-Unis, Obama parle beaucoup, c'est un homme qui bavade trop. Il a dit la dernière fois qu'il va diminuer les forces américaines dans le monde. Et Poutine a compris que bon, ce monsieur-là ne veut plus faire la guerre. Donc moi, je peux maintenant occuper Crimée. Et puis il faut aussi savoir que dans l'histoire, comme Guy Blaise l'a dit, la Crimée a toujours appartenu à la Russie. Il y a eu une guerre là en 1854 que les Russes venaient pour avoir l'accès à la mer chaude. Donc c'est tout à fait normal que la Russie reparte aujourd'hui pour prendre la Crimée, peut-être pas d'une manière pas orthodoxe, mais comme on parle aussi de problème de moralité, en 2008, le Kosovo, qui était une partie intégrante de la Serbie, et qu'il y avait le traité de Dayton aux États-Unis, avait interdit qu'une partie de la Serbie ne se déclare indépendante. Mais l'Union européenne, les États-Unis et ce qu'on appelle la communauté internationale avaient soutenu. Moi, je trouve que Poutine, qui est un grand joueur d'échecs, a compris que les deux pays qui peuvent lui faire la guerre ne peuvent plus. Les Européennes, la France, l'Allemagne ne peuvent même pas tenir face à la Russie. Donc, voilà pourquoi il a pris. Mais le danger dans tout ça est que ça rechange la configuration du monde. Les gens qui sont des dictateurs peuvent maintenant être contents, comme les Maduro et les autres seront contents que la Russie va les protéger. Voilà un peu ce qui n'est pas bien dans ça, mais en général, je crois que la Russie a raison. De Seydou, malgré l'intervention de la OSCE, l'OSCE, l'Organisation de la Sécurité, je ne sais pas, dans le cadre de la coopération de l'Europe, malgré son intervention, est-ce que là, on ne peut pas avoir même l'ingérence cette fois-ci des États-Unis, des États-Unis de l'Amérique, ainsi de l'Allemagne, de l'Espagne, ainsi de suite dans cette histoire-là, en Crimée? Parce que c'est pas fini, non? Oui, bon, je crois que eux, ils savent qui est Poutine. Je le sais, hein. Eux, ils savent qui est Poutine. La Russie, c'est aussi une force. Si eux, ils pensent que tout ce qu'ils sont en train de dire que Poutine aura peur de la France, du bloc là, France, USA, Angleterre, je ne sais pas, mais en voyant ce qui se passe en la Russie, je crois que le gars est en train de faire ça avec quiétude, avec liberté morale, parce que on sait quelque chose de ces pays, comme vient de dire M. Elie. Donc il se reproche de rien. Est-ce que ça ne peut pas nous conduire à une crise économique? Bon, les gens parlaient de la guerre froide. Déjà avec les tensions qu'on écoutait, Obama qui avait resté, comment on appelle, le Premier ministre ukrainien, voilà. Donc les gens parlaient de la guerre froide entre la Russie et les USA, avec son bloc et les autres. Bon, donc moi je crois que l'évolution de la situation va définir ce qu'elle sera demain. Je crois. Elie Smith. Oui, moi je pense que ce qui se passe, c'est que ce n'est pas la première fois que la Russie a fait. Hein. Vous savez, l'Ossétie du Sud a été occupée par la Russie. Et puis Abkhazie, qui est une partie de la Géorgie. Mais le problème est que les Occidentaux croient que les autres gens ne lisent pas l'histoire. En ce qui concerne l'Ukraine et le Crimée a été redonné, a été donné à l'Ukraine en 1940. 54, non? 54, oui, pardon. En 1954 par un certain Nikita Khrouchtchev. Oui, le président russe à l'époque. À l'époque, parce que c'était l'Union soviétique. Donc ça appartenait à la Russie. Ils ont dit que bon, le pays frère. Et pourquoi avoir donné à l'Ukraine? Non, ils ont donné à l'Ukraine parce que je crois que dans le cas d'un partenariat. Non, ils ont suffi que bon, c'était une région de l'URSS. On avait vu que bon, c'était un peu plus contigu à l'Ukraine. Ok, on donne à l'Ukraine de gérer parce que Khrouchtchev ne savait pas qu'un jour l'URSS ne va plus exister. C'est la même chose qui s'est passée avec l'Ossétie. L'Ossétie était une partie de la Russie que le monsieur Staline, à l'époque, lui, n'oublions pas qu'il était géorgien, il venait de la Géorgie, il a décidé un jour que l'Ossétie du Sud, il rattache à la Géorgie, je crois en 1918 ou 1923, entre ces deux dates-là. Il a fait la même chose avec Abkhazie. Donc, c'est une histoire, l'histoire est dure, hein? L'histoire n'est pas comme les trucs politiques, l'histoire existe. Donc quand la Russie décide un jour que je veux reprendre ce qui m'appartient, peut-être pas par une manière orthodoxe, mais sur le cas de la Crimée, Vladimir Poutine a été très malin parce que c'est l'Assemblée territoriale de l'Ukraine d'abord qui a voté pour l'intégration avec la Russie et puis
la Douma, qui est l'Assemblée nationale russe, a donc ratifié. Donc c'est les Ukrainiens qui ont demandé. Il faut savoir les gens de Crimée, il faut savoir qu'en Crimée aussi, en dehors des autres Ukrainiens, les Tartares, 60% de la population est russophone. Donc c'était tout à fait normal. Il a fait d'une manière légale, on peut dire un peu voyou, non, mais il est passé parce que quand les Occidentaux nous informent, ce qu'ils nous refusent de nous dire, c'est que la Crimée, c'est une république autonome au sein de l'Ukraine. Pourquoi elle était une république autonome? C'est la grande question. Et ils avaient une assemblée territoriale autonome qui a demandé le rattachement, d'abord l'indépendance, et puis le rattachement à la Russie. Et dans les chartes des Nations Unies, le principe, le droit de l'autodétermination des peuples est bel et bien inscrit. Et tous ces pays-là, pourquoi on ne demande pas la libération de Cabinda? Cabinda n'appartient pas à l'Angola, mais tous les pays-là soutiennent l'occupation de l'Angola, de Cabinda. Donc je pense que Poutine, bon, c'est un bon joueur d'échecs, il connaît qu'en face, il connaît les faiblesses. Les deux belligérants, comme on a dit, ne vont plus faire la guerre. Ce n'est pas la France qui va guerroyer. Ce n'est pas... Les États-Unis. Les États-Unis ne veulent plus la guerre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est les deux patrons. D'abord, c'est eux les garants de l'accord de Munich. C'est quand eux partent, les deux chefs du monde, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Eux, les deux là, ne veulent plus faire la guerre. Donc, Poutine sait qu'il a la voie libre de faire ce qu'il veut faire. Mais le danger, ce que j'ai dit, est que quand Poutine commence, est-ce que c'est un problème de guerre froide qui va commencer? Non, je ne pense pas. Mais je pense que ça va donner le poids de la bête à tous les dictateurs du monde, les gens qui veulent jouer avec les constitutions, violer les droits de l'homme, violer les libertés individuelles, parce qu'il sait que les Russes vont les soutenir, parce que la Russie, c'est une dictature. Il n'y a pas de liberté d'expression en Russie. Ce n'est pas un exemple d'une démocratie à suivre. Voilà ce qui est à décrier. Est-ce que tous les pays désormais sont obligés eux aussi à semer le désordre, à agir à la force comme ça pour essayer de destituer la paix? Ben, je crois que chaque pays a un dirigeant et c'est à ce dirigeant-là d'imprimer le rythme. Si vous pensez que Poutine a fait à la Russie et que vous allez faire en RDC et que vous allez faire au Gabon et que vous allez faire au Cameroun, je crois que cela dépend de votre gestion à la tête du pays. Il ne faut pas suivre les ordres de Poutine. Poutine est Poutine, président de la Russie, il le fait parce qu'il sait pourquoi il le fait. Alors, nous voici donc au terme de ce point de presse qui a connu aujourd'hui la participation des deux éminents cadres de MNCOM, MNTV, donc Guy Blaise de Seydou, qui est rédacteur en chef au niveau de la rédaction de MN, et Elie Smith, qui n'est plus à présenter parce que c'est lui effectivement le directeur de la télé au niveau du groupe MN. Alors, nous avons bénéficié des services techniques